Ne taille pas ton hortensia cet automne. Pose le sécateur, tout de suite, et regarde ces tiges sèches que tu allais couper pour faire propre avant l'hiver. Tu vois ces vieilles têtes brunes, un peu tristes, que tu grattes des yeux depuis septembre? Tu te dis « Je vais nettoyer tout ça, ça fera de l'ordre ». Ne le fais pas. Parce que dans ces branches sèches, à cet instant précis, dort déjà toute la floraison de l'été prochain. Voilà la vérité que personne ne te dit clairement. Ton hortensia ne refuse pas de fleurir. C'est toi qui jettes ces fleurs à la poubelle, chaque automne, avec tes ciseaux, et tu ne le sais même pas. Tu regardes ton buisson au mois de juillet, tout vert, tout gros, en pleine santé, mais sans une seule vraie fleur, et tu te dis « c'est la taille, j'ai mal taillé ». Non. Le problème n'est pas la manière dont tu tailles. Le problème, c'est le moment où tu le fais, et une deuxième chose sous tes pieds, dans la terre, dont je te parle dans 2 minutes, parce que sans elle, tout le reste ne sert à rien. Et je te préviens tout de suite. Avant de te donner le protocole exact, quand couper, quand ne pas couper, quoi verser au pied, je vais te montrer une erreur que 9 jardiniers sur 10 répètent chaque année. Elle a l'air d'un geste de soin. Elle ressemble à du bon travail. Et c'est justement pour ça qu'elle est si redoutable. Reste jusqu'au bout. C'est là qu'est la vraie raison. D'abord, une chose que tu dois entendre. Tu n'es pas coupable. Tu as fait ce qu'on t'a appris de faire. On t'a dit qu'un bel arbuste, c'est un arbuste taillé court à l'automne, propre, net, prêt pour l'hiver. On t'a dit qu'il fallait nourrir la terre, la chauler, y jeter la cendre de la cheminée. Tout ça semble logique. Tout ça est écrit dans les guides. Sauf que beaucoup de ces guides ont été pensés pour des arbustes qui n'ont rien à voir avec l'hortensia. Et personne n'a pris la peine de te dire que ta plante fonctionne à l'envers de tout ça. C'est pas un complot, c'est juste que ce savoir-là ne rapportait rien à personne, alors personne ne l'a répété. Souviens-toi une seconde. Chez ta grand-mère, ou au coin d'une vieille maison de campagne, il y avait souvent un énorme hortensia, croulant sous les fleurs bleues, année après année. Est-ce que quelqu'un le taillait au carré chaque automne? Est-ce que quelqu'un lui versait de l'engrais spécial? Presque jamais. On le laissait tranquille dans un coin un peu acide, à l'ombre légère, et il donnait des boules énormes. Ce vieux buisson savait quelque chose que les manuels modernes t'ont fait oublier. Aujourd'hui, je te le rends. Voilà ce que je te promets, très concrètement, pas avec des grands mots. Tu vas comprendre pourquoi ton hortensia reste vert et vigoureux, mais ne fleurit pas, même quand tu crois bien faire. Tu vas comprendre ce qui se passe exactement dans ces tiges à la fin de l'été, et pourquoi le calendrier compte plus que la technique. Tu vas comprendre pourquoi tes rares fleurs sont pâles, délavées, jamais de ce bleu profond que tu vois ailleurs. Et tu vas repartir avec un protocole simple, en quelques étapes, pour l'année qui vient. Quand ne pas toucher, quoi verser, quoi mettre au pied, et un dernier détail sans lequel rien ne marche. Maintenant, fais le compte de ce que ça te coûte, ce buisson qui ne fleurit pas. Regarde bien, parce que le chiffre va te surprendre. Le fameux produit bleuissant, celui qu'on te vend pour rendre les fleurs bleues, tu en rachètes un sachet chaque saison. Et pourtant, l'année d'après, le buisson est toujours aussi pâle. Parce que ce produit ne touche pas à la vraie cause et s'épuise en quelques semaines. L'engrais spécial hortensia, tu le payes plein pot, tu le verses consciencieusement et ta plante pousse de belles feuilles vertes bien grasses, mais toujours pas de fleurs, parce que tu nourris la végétation, pas la floraison. Le sac de terre dite de bruyère, tu le traînes du magasin chaque printemps, tu le répands en surface et il disparaît dans le sol sans rien changer en profondeur. Et le pire poste de dépense, celui auquel tu ne penses pas, c'est le buisson lui-même. Parce qu'au bout de 3 ou 4 ans sans fleurs, découragé, tu l'arraches et tu en rachètes un neuf, en te disant que celui-là était mauvais. Additionne tout ça, tranquillement, sur 5 ans. Le bleuissant, l'engrais, la terre en sac, le nouveau plan. Tu arrives à une somme dont tu aurais pu ne rien dépenser du tout. Parce que de l'autre côté, il y a l'autre chemin, et il est presque gratuit. Ne pas tailler à l'automne, ça ne coûte rien,
Ça t'économise même du travail. Une cuillère de vinaigre de ta cuisine dans un arrosoir, quelques centimes. Une brouette d'aiguilles de pin ramassée sous les arbres, rien. Et il y a autre chose que l'argent dans cette affaire. Ce buisson, tu ne le fais pas pousser pour toi tout seul. Tu le fais pour ce coin bleu devant la fenêtre, pour la photo de l'été, pour les petits-enfants qui courent autour quand ils viennent. Chaque année sans fleurs, ce n'est pas juste de l'argent perdu. C'est un été de moins avec ce bleu-là dans ton jardin. Un été que tu ne rattraperas pas. Et pendant ce temps, ces poudres bleuissantes chimiques que tu achètes, elles finissent dans ta terre, celle où tes petits-enfants mettent les mains. Le remède gratuit, lui, c'est du vinaigre et des aiguilles de pin. Rien qui fasse peur. Alors pose-toi la question, honnêtement. Si le vrai remède est gratuit et tient dans 2 gestes, pourquoi est-ce que personne au magasin ne te l'a jamais dit ? La réponse existe. Et elle passe par l'histoire d'un homme. Quand tu l'auras entendu, tu comprendras tout. Mais avant l'histoire, il faut que tu vois de tes yeux ce qui se passe quand tu fais l'erreur. Parce que 9 personnes sur 10, même celles qui ont déjà lu 2 ou 3 conseils, font exactement le geste qui détruit la floraison. Et ce geste a l'air impeccable. Imagine la scène. C'est octobre, il fait beau, tu ranges le jardin. Ton hortensia a ses vieilles têtes sèches, un peu fatiguées. Tu prends le sécateur et tu coupes tout ça bien court pour que ce soit net avant l'hiver. Tu recules, tu regardes, c'est propre, tu es content. Tu as l'impression d'avoir bien travaillé. Et puis l'été suivant arrive. Le buisson repart, il fait des feuilles, il est vert, vigoureux, magnifique de loin. Mais pas une fleur. Ou 2 ou 3, minuscules, perdues. Et tu ne comprends pas, parce que tu as tout bien fait, tu as taillé proprement, tu as nettoyé. Personne ne t'a dit que ces vieilles têtes sèches n'étaient pas des déchets. Reste avec moi, parce que je vais te dire ce qu'il y avait exactement dans ces branches que tu as coupées. Et ça va te faire mal. Laisse-moi te raconter d'où vient ce que je sais. Ce n'est pas sorti d'un laboratoire. Il y avait, dans les années 50, en Bretagne, du côté de la côte, un vieux pépiniériste. Appelons-le Armand Le Guen, parce que c'est ainsi qu'on le nommait au village. Cet homme cultivait des hortensias comme personne dans la région. Ces buissons faisaient des boules bleues, grosses comme 2 poings serrés, d'un bleu si profond que les gens s'arrêtaient sur la route pour regarder. De l'autre côté du bourg, un autre jardinier, avec les mêmes plants, la même pluie, le même climat de bord de mer, obtenait des fleurs rares, pâles, tirant sur un rose terne. Même variété, même eau, et un résultat qui n'avait rien à voir. La différence tenait à 2 choses qu'Armand faisait, et que l'autre ne faisait pas. La première, il ne touchait jamais à ses buissons à l'automne. Jamais. Il laissait les vieilles fleurs sécher sur les tiges tout l'hiver, même si ça faisait un peu négligé, et les voisins se moquaient un peu de son jardin ébouriffé. La deuxième, il entretenait sous ses plants une terre acide, avec ce qu'il avait sous la main, des aiguilles de pin de la forêt d'à côté, de vieilles feuilles, un peu de tourbe. Il n'achetait rien. Il disait à qui voulait l'entendre que l'hortensia, il faut le comprendre, pas le dresser. Il avait aussi une 3e habitude, plus discrète, et c'est peut-être la plus importante. Au moment le plus sec de l'année, au début de l'été, quand les autres laissaient la terre durcir et craquer, lui arrosait au pied, patiemment, parce qu'il avait remarqué une chose. Les racines de l'hortensia ne descendent pas profond, elles courent juste sous la surface, à plat, tout près de l'air. Alors, dès que le dessus sèche, la plante souffre aussitôt, pile au moment où elle est en train de fabriquer ses boutons pour l'année suivante. Un buisson qui a soif en juin, disait Armand, c'est un buisson qui oublie de faire des fleurs. Et il avait raison, une fois de plus. Le jour où un technicien agricole de passage lui a expliqué qu'il fallait chauler pour bien faire et tailler court pour la vigueur, Armand a refusé net. On l'a traité de vieux têtu, arriéré, dépassé. Le conseil officiel de l'époque, c'était de la chaux et un sécateur, parce que ça se vendait, ça remplissait les sacs et les catalogues.
Le savoir d'Armand ne remplissait rien, alors on l'a laissé de côté, gentiment, comme une lubie de vieux. Ce n'était pas un méchant qui cachait la vérité, c'était plus simple et plus triste que ça. Sa méthode ne faisait vendre personne, alors elle n'intéressait personne. Et le plus troublant, c'est qu'il n'était pas seul. Bien plus tard, de l'autre côté du monde, des jardiniers du Japon, d'où vient l'hortensia, disaient exactement la même chose, sans jamais avoir entendu parler d'Armand. Chez eux aussi, les plus belles boules bleues poussaient dans les sols acides des collines, et on ne rasait jamais l'arbuste avant l'hiver. Deux bouts de la planète, deux époques, des gens qui ne se connaissaient pas, et la même conclusion. Quand deux personnes qui ne se sont jamais parlé trouvent la même réponse, ce n'est plus une opinion. C'est une loi de la plante. Mets un pouce en l'air pour le vieil Armand si tu veux. Cet homme avait raison, on s'est moqué de lui, et son jardin bleu lui a donné raison chaque été. Il le mérite. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe réellement, là, sous tes yeux, dans les branches et dans la terre. Deux mécanismes, pas plus, et tout devient clair. Le premier, c'est l'histoire des fleurs qui dorment. Ton hortensia à grosse tête ne prépare pas ses fleurs au printemps, comme tu le crois. Il les prépare l'été d'avant, dès le mois d'août, à l'intérieur des tiges qui ont poussé cette année-là. Ces boutons de fleurs se forment tout doucement au cœur du bois, cachés, minuscules, et ils vont passer tout l'hiver là, endormis, à attendre. C'est ce qu'on appelle fleurir sur le vieux bois. La tige de l'an dernier porte déjà la fleur de l'an prochain. Alors quand tu coupes cette tige à l'automne, tu ne coupes pas du bois mort. Tu coupes un berceau plein de fleurs endormies et tu le jettes. Voilà pourquoi ton buisson repart en feuilles mais reste vide. Les feuilles, elles, poussent sur le bois neuf, mais les fleurs, elles étaient dans ce que tu as enlevé. Et ces vieilles têtes sèches que tu trouves si laides, elles ont un rôle, elles aussi. Chaque fleur fanée fait comme un petit parapluie au-dessus du bouton vivant juste en dessous. Quand la gelée tardive arrive, ou la neige, c'est la fleur morte qui prend le coup de froid, et le cœur vivant de la tige reste protégé, au chaud, en dessous. Tu comprends le piège maintenant ? En nettoyant à l'automne pour faire joli, tu arraches le parapluie, et tu laisses la tête nue du bouton en plein gel. La plante avait tout prévu. C'est toi qui défais sa protection. Le deuxième mécanisme est sous terre, et c'est lui qui explique la couleur. La couleur bleue de l'hortensia ne vient pas d'une teinture. Elle vient d'un métal déjà présent dans presque toutes les terres de jardin, l'aluminium. Mais il y a un verrou. La racine ne peut attraper cet aluminium que si la terre autour d'elle est acide. Si la terre est neutre ou calcaire, l'aluminium est là, juste à côté, mais enfermé, inaccessible, comme de l'argent derrière une vitre. Résultat, pas de bleu et des fleurs pâles. Pire encore, dans une terre trop douce et calcaire, la plante n'arrive même plus à boire le fer qui traîne pourtant dans le sol, ses feuilles jaunissent entre les nervures, elle s'épuise, et le peu de fleurs qu'elle donne sort délavé et rare. Ce que ça veut dire pour toi, tout de suite. Une terre pas assez acide, c'est un buisson vert et fatigué, qui n'a plus la force de te donner de vraies couleurs. Et voilà où tout se rejoint. Voilà l'erreur, la vraie, celle dont je te parle depuis le début. Elle n'est pas dans ta façon de manier le sécateur. Elle est double et elle a toujours l'air d'un bon geste. La voici. Premièrement, tu tailles ton hortensia à l'automne ou en tout début d'hiver parce que ça fait propre. Et ce faisant, tu coupes les fleurs déjà formées pour l'été prochain. Ça paraît logique, rangé avant l'hiver, tout le monde le fait pour les autres arbustes. Sauf que celui-là garde ses fleurs dans le vieux bois. Et le vieux bois, tu viens de le mettre à la poubelle. Deuxièmement, pour bien faire, tu verses de la cendre de cheminée et de la chaux aux pieds, en croyant nourrir et adoucir la terre. Et là, tu refermes le verrou. Tu rends la terre douce et calcaire, tu enfermes l'aluminium et le fer, et tu condamnes ton buisson au vert pâle. 2 gestes de bonne volonté. 2 gestes qui tuent la floraison. Et le plus cruel, c'est le calendrier. Après le mois d'août, les boutons sont déjà en place dans les tiges. Chaque coup de sécateur donné à l'automne, en hiver, au tout début du printemps,
tondent sur des fleurs vivantes. Tu ne pouvais pas le deviner à l'œil, parce qu'un bouton de fleur endormi dans une tige d'hortensia ressemble à absolument rien, juste un petit renflement invisible sous l'écorce. Alors tu coupes en confiance, persuadé de bien faire, et tu ne fais jamais le lien entre le sécateur d'octobre et le buisson vide de juillet. Écris-moi en commentaire, honnêtement. Tu l'as fait, toi, cette taille d'automne ? Dis-moi ta région aussi. On va regarder si c'est toujours les mêmes coins qui tombent dans le piège. Maintenant le protocole. Note-le, ou reviens le réécouter, parce que c'est ça qui change tout dès l'an prochain. Premièrement, à partir de la fin de l'été, et pendant tout l'automne et tout l'hiver, tu ne touches pas au sécateur. Tu laisses le buisson tranquille, les vieilles têtes sèches en place. Elles protègent les boutons du gel. Souviens-toi du parapluie. Deuxièmement, la seule taille autorisée se fait au printemps, quand les bourgeons gonflent et que tu vois clairement ce qui est vivant et ce qui est mort. À ce moment-là seulement, tu coupes la vieille tête fanée juste au-dessus de la première belle paire de bourgeons verts, sans descendre plus bas. Tu enlèves aussi le bois vraiment mort et cassé, rien d'autre. Troisièmement, pour la force et pour le bleu, tu acidifies la terre tout doucement. Une cuillère à soupe de vinaigre de table dans un grand arrosoir d'environ 10 litres d'eau, versée au pied, jamais sur les feuilles, une fois toutes les 2 semaines pendant la belle saison. Le vinaigre donne un coup d'acidité rapide qui ouvre le verrou de la terre. Quatrièmement, tu couvres le pied d'un tapis d'aiguilles de pin, ou d'écorce de pin, ou de vieilles feuilles de chêne, sur quelques centimètres d'épaisseur. C'est ça qui tient l'acidité dans la durée, longtemps après que le vinaigre a fait son passage. Parce que le vinaigre ouvre la porte, mais c'est cette couverture qui la maintient ouverte tout l'été. Et cinquièmement, le détail sans lequel tout le reste s'effondre, celui que presque personne ne respecte. Plus jamais de cendre, plus jamais de chaud sous ton hortensia. Pas une poignée. Parce que tu peux faire les 4 premières étapes à la perfection, mais si une seule fois dans l'année tu jettes la cendre de la cheminée au pied par habitude, tu refermes le verrou d'un coup, tu réenfermes l'aluminium et le fer, et tu perds le bleu et la vigueur que tu venais de gagner. Un seul geste défait tout le travail. Fais ça, et je vais te dire ce que tu verras. L'été prochain, vers le début de la belle saison, sur les tiges que tu n'auras pas touchées, tu verras apparaître de vrais boutons, gros, serrés, à la pointe des vieilles branches, exactement là où, avant, tu coupais. Et si tu veux pousser encore un peu la couleur, il te reste une chose gratuite qui traîne déjà dans ta cuisine chaque matin. Le marc de café. Une poignée séchée, répandue sur ta couverture d'aiguille au pied du buisson, et tu ajoutes encore un peu d'acidité douce, jour après jour, sans rien acheter, sans rien forcer. Ta cafetière travaille pour ton hortensia. C'est aussi simple que ça. Regarde ce qui vient de se dénouer en fait. Le berceau de fleurs dans le vieux bois, le verrou de l'aluminium dans la terre, la couverture qui garde l'acidité. Ce ne sont pas 3 astuces séparées à cocher sur une liste, c'est une seule et même logique. Tu arrêtes de couper ce que la plante a mis des mois à préparer, et tu ouvres la porte à ce qu'elle a déjà sous les racines. Rien de plus. Et le jour où tu comprends ça une seule fois, tu n'as plus jamais besoin de le racheter. La terre fait le travail, gratuitement, chaque année, à ta place. Ce que tu rayais de ta liste de courses, le bleuissant, l'engrais, le plan de remplacement, tu me le rachètes plus. Et cette chimie-là ne finit plus dans le coin de jardin où jouent tes petits-enfants. Alors voilà, je te laisse le choix, et je veux que tu le dises tout haut. Le chemin A, c'est celui d'avant. Le sécateur en octobre, la cendre au pied, le sachet bleuissant au printemps, et chaque juillet, un buisson vert et vide qui te fait hausser les épaules. Le chemin B, c'est l'autre. Le sécateur rangé jusqu'au printemps, le vinaigre tous les 15 jours, les aiguilles de pin aux pieds, plus jamais de chaud, et l'été prochain, de vraies boules bleues sur les branches que tu n'auras pas touchées.
Écris-moi en commentaire, juste une lettre, A ou B. Et surtout, dis-moi pourquoi tu choisis celui-là. Pas pour moi, pour toi. Parce que quand tu mets des mots dessus, tu t'entends décider. Et là, ça devient vrai. Dis-moi aussi combien d'hortensias tu as dans ton jardin et dans quelle région tu vis. On verra ensemble où le bleu tient le mieux et où la terre a le plus besoin d'un coup de main. Tu sais, au fond, tout se joue là. Prends 2 jardins côte à côte, la même haie, la même pluie, le même plan acheté le même jour dans la même jardinerie. Chez l'un, une explosion de boules bleues chaque été. Chez l'autre, du vert et rien d'autre. Les gens qui passent croient que le premier a la main verte, une chance, un don. Il n'a pas de don. Il a juste rangé son sécateur en septembre et versé un peu de vinaigre aux pieds. C'est toute la différence entre les 2 jardins. Un geste qu'on ne fait pas et un geste minuscule qu'on fait. Rien de plus grand que ça ne les sépare. Et cette différence-là, elle est entièrement entre tes mains. Pense à ce qui se passe en ce moment même, sous la terre froide, pendant que tu m'écoutes. Dans ces tiges que tu ne couperas pas, des dizaines de petites fleurs dorment déjà, patientes, à l'abri sous leur vieux parapluie brun, à attendre leur tour. Sous le sol, les racines à fleur de terre boivent tout doucement l'aluminium que ton vinaigre vient de libérer, et se préparent en silence. Tout est déjà là. Tout attend. Quand tu poses le sécateur à l'automne, tu fais bien plus que laisser un buisson tranquille. Tu rends à ta plante la seule chose qu'on lui avait volée, le droit de garder ses propres fleurs jusqu'au bout. Tu arrêtes de te battre contre elle et tu te ranges enfin de son côté. Et elle te le rend, comme elle a rendu à Armand ses boules bleues chaque été, comme elle a récompensé ses jardiniers du bout du monde qui, eux aussi, avaient appris à ne pas l'adresser. La force n'a jamais été dans le sachet, ni dans la poudre, ni dans l'engrais qu'on te vend. La force a toujours été dans le fait de comprendre ta plante. Un buisson qui ne fleurit pas ne te punit pas. Il te dit qu'il a soif d'acidité et qu'on lui a coupé ses fleurs avant l'heure. Écoute-le une fois et il te donnera du bleu pour 10 ans. Alors cet automne, quand tu passeras devant ce buisson ébouriffé, avec l'envie de tout ranger, arrête-toi. Regarde ces tiges sèches et souviens-toi de ce qu'elles portent. La racine sait. Donne-lui une raison de fleurir.